Ce qui est clair en ce milieu des années 70, c'est que les crises, bon, en fait, la sortie difficile du Vietnam et le scandale du Watergate, il y a la plupart des sondages montrent que les États-Unis, les Américains, ont perdu confiance dans leurs grandes institutions. Je vous disais, à part peut-être les médias en qui on a énormément confiance encore à cette époque-là. Mais le reste, les Américains perdent confiance dans les différents paliers de gouvernement. On perd confiance, on ne fait plus confiance aux dirigeants des grandes entreprises et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment, pour la première fois, je dirais peut-être depuis longtemps, il y a un doute dans l'esprit de la population américaine sur la façon de faire les choses. Jimmy Carter, donc, deviendra président des États-Unis en 1977. Il va remplacer Gerald Ford. Euh, Qu'est-ce qui lui permet, ce gars-là, qui est essentiellement inconnu, ou en tout cas très peu connu, il était gouverneur de l'État de la Géorgie. C'est un type au parcours intéressant qui a fait carrière dans la marine américaine, spécialiste en physique nucléaire, va travailler sur des sous-marins nucléaires et qui éventuellement va laisser tomber tout ça pour reprendre justement en main l'entreprise familiale, donc c'est-à-dire il va redevenir fermier, donc sa famille possède une espèce d'immense ferme où on fait pousser des cacahuètes. Euh, c'est pour ça qu'on ses surnoms, c'était le Peanut Farmer. Mais le goût de faire de la politique a toujours été là pour lui. Comme je l'ai dit, devient gouverneur de la Géorgie et essentiellement peu connu sur la scène nationale. Euh, Carter va devenir d'abord candidat démocrate pour l'élection de 1976 et éventuellement ben, va réussir à battre Gerald Ford. Pourquoi? Ben, parce qu'il projette l'image d'un homme fondamentalement honnête. Et donc, cette notion d'honnêteté-là, il est très chrétien, il est très croyant. Donc, cette notion d'honnêteté va définitivement l'aider à cette époque où, justement, les Américains doutent énormément. Ben, en fait, ont vu leur président, Richard Nixon, profondément déshonnête, démissionner. Donc, il va l'emporter contre Gerald Ford. L'élection est quand même relativement serrée. Mais donc, Carter s'installe à la Maison-Blanche et va quand même essayer de redorer le blason des États-Unis, notamment sur la scène internationale. On va le voir accomplir quand même des gestes intéressants, amener justement, bon, ben, amener d'abord le président de l'Égypte, Anwar el-Sadat, et le premier ministre d'Israël, Menachem Begin, euh, à venir s'asseoir au Camp David, donc la résidence d'été des présidents, en 1978. On va signer un accord de paix entre ces deux grands leaders-là, Israël et l'Égypte. Donc, Israël et l'Égypte qui s'étaient battus beaucoup durant les années 60 et 70, on arrive à un accord de paix. Donc, ce qui est quand même une réalisation quand même importante pour le président des États-Unis. En même temps aussi, des négociations avec l'Union soviétique qui vont amener à un traité, SALT II. SALT, ça veut dire Strategic Arms Limitation Treaty. Il y avait eu un premier de ces traités en 1972, un deuxième en 1979. L'objectif était de limiter justement la prolifération de différents types d'armes d'armes stratégiques. Fait que donc, c'est quand même intéressant, le président des États-Unis qui joue un rôle quand même assez actif sur la scène internationale. Mais ce qui n'aide pas Jimmy Carter, donc dans toute cette espèce d'atmosphère dans toute cette espèce d'atmosphère bizarre du milieu des années 70, la fin des années 70, c'est qu'il doit affronter justement d'abord une récession économique et ensuite ce qu'on appelle une crise du pétrole, c'est-à-dire que les puissances productrices de pétrole, donc des pays de la péninsule arabe notamment, vont commencer à mieux contrôler justement la production de leurs produits et ne seront plus justement, en fait, ces pays producteurs de pétrole vont former une organisation qui s'appelle l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, afin de se libérer de la tutelle que leur imposaient des grandes puissances occidentales, notamment l'Angleterre et les États-Unis. Alors, donc, étant donné que le produit est mieux contrôlé, bien effectivement, les pays producteurs de pétrole vont ni plus ni moins hausser les prix des barils de pétrole, donc ce qui va amener ce qu'on appelle la crise du pétrole, une première en 1973, une seconde en 1977. Et là, ben, c'est la consternation dans ce pays de l'automobile. Tout d'un coup, on commence à manquer d'essence. Et que littéralement, ben là, comme on le voit avec l'image ici,
on ne niaise pas, beaucoup de propriétaires de véhicules se faisaient siphonner leur tank à essence et que voire même que là, il y avait justement des files d'attente à n'en plus finir dans les stations d'essence pour venir faire le plein. Voire même qu'on était obligé dans certains États, dans certains cas, dans certaines villes, de faire de fixer des journées précises pour justement venir faire le plein. Que par exemple, si ta voiture possède une plaque d'immatriculation qui termine par un chiffre pair, ben, tu auras le droit d'y aller faire le plein le lundi, le mardi, le lundi, le mercredi, le vendredi, par exemple. Donc, c'est ce genre de mesures-là. Donc, les Américains ont peur, ont peur, ont peur. Donc, cette situation-là, cette crise du pétrole-là, voir que les États-Unis sont dépendants justement de pays étrangers, ben, ça en rajoute au malaise des années 70. Autre chose aussi, ben, malgré le fait que Jimmy Carter tente du mieux qu'il peut de redorer le blason des États-Unis sur la scène internationale, il y a il y a des événements qui viennent humilier d'une certaine façon les États-Unis. Par exemple, ben, c'est l'Union soviétique qui va réussir à pénétrer en Afghanistan qui était équipé de produits américains. L'autre chose aussi, l'autre humiliation sur la scène internationale, c'est en Iran, en 1979 il y a eu une révolution, que le régime qui est en place, le régime du Shah d'Iran, qui est une monarchie largement favorable aux États-Unis, est renversé. Et maintenant, ceux qui prennent le pouvoir, ben, c'est un groupe de religieux. Donc, ils vont imposer justement la loi islamique finalement sur tout ce pays-là. Et dans la foulée de cette révolution, ben, c'est un groupe qu'on dit d'étudiants qui vont aller s'emparer littéralement de l'ambassade des États-Unis et qui vont justement prendre en otage le personnel de cette ambassade des États-Unis. Et donc, c'est plusieurs dizaines d'Américains, et là, ben, les images sont largement relayées, plusieurs dizaines d'Américains qui seront tenus en otage pendant 444 jours, sans qu'on puisse les libérer. Il y a eu des tentatives qui ont raté, mais donc sans qu'on puisse les libérer. Donc ça aussi, c'est un autre œil au beurre noir, c'est une autre humiliation que subissent les États-Unis et que humiliation que doit encaisser Jimmy Carter. Donc, je le rappelle souvent, mais donc on dit fin de guerre du Vietnam assez pénible, scandale du Watergate, récession économique, l'URSS en Afghanistan, la crise des otages, ben, tout ça, justement, ça va faire en sorte que les États-Unis vont en fait, vont douter d'eux-mêmes. Donc, ce que voulait Jimmy Carter, lui, c'était de changer la politique étrangère des États-Unis. Il voulait poser les États-Unis comme les véritables défenseurs des droits de l'homme. Il voulait limiter les ventes d'armes à l'étranger, on l'a vu, mais c'est plein de contradictions. Il veut limiter les ventes d'armes à l'étranger, mais les États-Unis, durant les années 70, sous Carter, vont continuer à vendre massivement des armes à l'Arabie saoudite, à l'Égypte et à Israël. On veut tenter de freiner l'influence de l'Union soviétique en Afrique, mais on ne donne pas grand-chose aux Africains. Donc, finalement, je dirais la moralité qu'essaie de montrer Jimmy Carter sur la scène internationale ne résiste pas à la réalité de la guerre froide. Donc, euh, ce qu'on va voir finalement, ben, c'est les États-Unis qui essayent de réagir à ce malaise-là. Et là, on va voir, ben, justement, à cause de l'action de l'Union soviétique, à cause de cette espèce de reprise de guerre froide, je vous dirais, à la fin des années 70, après l'invasion de l'Afghanistan, ben, les États-Unis vont organiser une espèce d'immense boycott des Jeux olympiques qui devaient se tenir à Moscou en 1980. Donc, plusieurs pays favorables aux États-Unis vont se joindre à ce mouvement-là. Évidemment, ben, les Soviétiques vont rendre l'appareil aux États-Unis en boycottant les Jeux olympiques. Donc, l'Union soviétique et tous les pays de l'Est vont boycotter les Jeux olympiques de Los Angeles en 1984. En même temps, justement, en annonçant ce boycott des Jeux olympiques de Moscou en 80, Jimmy Carter annonce qu'il renonce à l'accord SALT II, que Jimmy Carter annonce également dans la même veine que les États-Unis vont désormais imposer un embargo sur les ventes de céréales vers l'Union soviétique. Donc, c'est toute une série de mesures qui avaient pour but justement de freiner cette espèce d'élan soviétique. Donc, la détente qu'on avait vue d'une certaine manière dans les années 70 fait face, ben, cède la place maintenant à une nouvelle phase de la guerre froide. En fait, je vous dirais une guerre froide qui entre maintenant dans peut-être sa dernière phase et celui qui va justement récolter la gloire de cet effondrement de l'Union soviétique, ben, c'est largement Ronald Reagan.
pourquoi avoir élu Ronald Reagan? On se posait bien des questions à l'époque. On riait bien du fait que c'est un type qui n'avait pas fait de grandes études, mais c'était plutôt un acteur qui avait été longtemps, 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 qui avait joué des rôles de second plan à Hollywood. Éventuellement, il va devenir le président de la Guilde des acteurs à Hollywood. Donc, mais c'est un type qui s'est toujours intéressé à la politique. Éventuellement, durant les années 1950, il devient le porte-parole de General Electric et il se promenait finalement de région en région aux États-Unis pour porter une espèce de message de bonne nouvelle de la General Electric. Et là, ça va lui permettre graduellement de développer justement un discours politique assez organisé. Il va devenir, à l'époque où la Californie est l'épicentre du mouvement hippie, ben lui, il va être le gouverneur de la Californie pendant une bonne partie des années 1960, un gouverneur vraiment très conservateur. Il est un anticommuniste pur et dur. Pour lui, les États-Unis représentent la seule île de liberté dans le monde, et je le cite. Il veut en finir avec les grandes dépenses du gouvernement. Et donc, il y a une image. Et là, Ronald Reagan, on l'appelle le grand communicateur parce que justement, son passé de comédien, son passé de porte-parole de General Electric, ça fait qu'il est en mesure, il est vraiment excellent pour justement passer un message optimiste aux Américains. Et justement, à travers les Américains qui viennent de passer une fin de décennie assez épouvantable, on aimait bien Jimmy Carter, on le croyait bien honnête, mais on le trouvait mou. Et là, on a besoin de quelqu'un. En fait, Ronald Reagan incarne ce que les Américains probablement avaient le plus de besoin, c'est-à-dire un personnage qui semble être fort, un personnage qui semble être optimiste. Donc, lui, il promet de replacer les États-Unis au centre au centre des affaires du monde. Et je vous dirais que 25 minutes après avoir été assermenté le 20 janvier 1980, les 440 25 minutes après que Reagan a été assermenté, donc au mois de janvier 1981, les otages, les otages iraniens, après 444 jours, ont été libérés. Ce qui nous dit quoi? Ce qui nous dit que l'administration Reagan, avant même d'être assermentée, avait commencé à tenir des rencontres secrètes avec les Iraniens et on a réussi à négocier justement on avait réussi à négocier la libération des otages, mais il fallait que ça se fasse seulement quand Reagan était président. Donc, Reagan va être élu facilement en 1980, 489 votes de grands électeurs contre 49, et c'est tout aussi un même massacre en 1984 où Ronald Reagan va battre Walter Mondale, Reagan récoltant, remportant la victoire dans 49 des 50 États. Donc, comme je vous l'ai dit, les otages libérés, donc ça donne dès le départ que Reagan est un strong leader, donc un leader fort. Et c'est justement, on va voir à partir de ce moment-là, si on peut se poser des questions, on va voir vraiment l'apparition, l'émergence de la nouvelle droite aux États-Unis. Elle se pointait le bout du museau une fois de temps en temps, mais là, on va voir justement avec Reagan que tranquillement, pas vite, cette nouvelle droite va donner le ton au Parti républicain. Donc, il y a des leaders, bon, par exemple, comme Jerry Falwell, qui avait fondé un mouvement qui s'appelait la Moral Majority. Euh, donc, c'est des mouvements, évidemment, qui veulent la réduction de la taille de l'État. Mais c'est un mouvement évangélique très largement qui développe une méfiance, en tout cas qui professe une méfiance par rapport aux intellectuels, par rapport aux grandes villes, par rapport surtout aux grandes villes de l'Est. C'est un rejet de tout ce qui est anti-drogue, tout ce qui est anti-américain. C'est un mouvement évangélique qui veut combattre l'avortement, l'utilisation des drogues, qui veut combattre l'homosexualité et qui veut combattre aussi l'éducation sexuelle. En fait, ce qu'on veut, c'est une éducation sexuelle qui prône essentiellement l'abstinence. On veut la prière à l'école. Donc, c'est un mouvement. Donc, Jerry Falwell, c'est peut-être un des plus emblématiques des années 80. Et on le voit ici, on voit son fils, Jerry Falwell Jr., qui était un des proches supporters, donc un des grands supporters de Donald Trump au cours des dernières années. Jerry Falwell, sa carrière s'est terminée dans des scandales sexuels tous plus ignobles les uns que les autres. Donc, il s'organise. C'est une droite qui s'organise. C'est une droite qui vote énormément, qui mobilise ces gens. On voit ici notre groupe fondé à partir du Colorado, Focus on the Family, qui parle de créationnisme, de prière à l'école, d'abstinence. Un groupe qui dénonce justement tous les mouvements LGBT+. C'est vraiment donc une droite qui s'organise de façon spectaculaire. C'est Pat Robertson qui va fonder, bon ça, il va le fonder dans les années 60, le Christian Broadcasting Network, CBN, mais qui va connaître justement une expansion, ce réseau
ce réseau justement religieux qui va connaître ses années de gloire durant les années 1980. The Heritage Foundation, c'est un autre think tank de droite qui va tenter de mettre, en fait, qui va mettre énormément de pression sur le Parti républicain. Donc, graduellement, cette droite religieuse qui, je vais vous le dire, va être largement ignorée par Ronald Reagan, qui ne veut pas nécessairement s'associer à eux. Mais c'est durant les années Reagan qu'on les laisse entrer véritablement au sein du Parti républicain. Et éventuellement, ben, c'est ces groupes religieux qui ont pas mal pris contrôle de ce mouvement, de ce parti-là, rendu aujourd'hui. Donc, si on en cherche un peu les origines de cette droite américaine, de cette droite au sein du Parti républicain, de ces mouvements religieux, ben, c'est vraiment durant les années Reagan qu'ils s'installent là. Les années Reagan, c'est également ce qu'on a appelé les Reaganomics. Donc, il avait promis aux États-Unis que la taille de l'État diminuerait. Donc, c'est vraiment la fin du keynésianisme, la fin justement de l'interventionnisme de l'État. Donc, on va dire que les impôts sont trop lourds, que les dépenses fédérales sont trop grandes, que le déficit est trop imposant. Donc, ce que promet Reagan, c'est justement sa recette, c'est de renverser la tendance. Donc, il s'agit de baisser l'impôt, particulièrement l'impôt des plus riches. Pourquoi? Quelle est la logique? C'est qu'en se disant que ces plus riches-là, si on leur réduit leurs charges fiscales, iraient justement réinvestir dans l'économie américaine, ce qui amènerait de la création d'emplois pour tous, ce qui générerait de la richesse pour tout le monde. Donc, l'idée, donc, c'est de diminuer la taille de l'État. Comment? Ben, en réduisant l'aide sociale. Seuls vraiment les plus pauvres seront aidés et on va mettre la hache dans plusieurs de ces programmes sociaux. Les coupures ne toucheront pas les retraités, ne toucheront pas les plus vieux, ne toucheront pas les vétérans, ne toucheront pas les enfants plus pauvres. Mais par contre, la défense nationale, elle, sera renforcée. On va justement dépenser davantage. L'objectif, mettre à genoux l'Union soviétique qui commence à montrer des signes de faiblesse. Mais pour l'instant, donc, les Reaganomics, c'est quoi? Ben, ce sont des coupures massives dans l'aide à l'étranger, l'aide à différents pays à l'étranger, les subventions pour les rénovations des villes. C'est des coupures massives dans l'aide aux chômeurs. Euh, donc, l'aide aux chômeurs, donc l'assurance chômage ne sera pas indexée. Donc, le coût de la vie va augmenter, mais l'aide aux chômeurs demeure essentiellement la même. C'est des coupures massives dans l'aide aux étudiants et aux agriculteurs. C'est le gel de l'embauche par la fonction publique. Donc, c'est vraiment, on va voir sur Reagan qu'il y a une reprise économique, mais ce qu'on va voir, c'est une reprise économique qui ne favorise que les plus riches. 20 des plus riches, des éléments les plus riches, vont voir leur revenu. Le 20 des plus riches, excusez-moi, je me suis mal exprimé, le 20 de la frange plus riche des États-Unis va voir ses revenus augmenter d'environ 10 et le 20 des plus pauvres vont voir leur revenu diminuer d'à peu près 10. Donc, c'est vraiment un groupe plus riche qui va s'en mettre dans les poches. Mais Reagan donne vraiment l'impression qu'il est en contrôle de la situation et il redonne une image de marque au gouvernement des États-Unis. En termes de politique étrangère, comme je vous le disais, ben c'est là que justement, quand on dit image de marque et que Reagan donne l'impression d'être un strong leader, ben c'est que c'est lui, c'est sous ces années justement qu'on va mettre énormément de pression sur l'Union soviétique. On voit ici Reagan qui va faire un discours au pied du mur de Berlin en 1987 et il va justement le dire au numéro un soviétique, Mikhail Gorbatchev, tear down this wall. Donc, M. Gorbatchev, défaites ce mur. Donc, jetez à terre ce mur-là. Donc, c'est un discours qui est vraiment, là, c'est une image très, très forte qu'il veut projeter. Les États-Unis sont en train de gagner la guerre froide. Et donc, durant les années 80, ben, ce qu'on va voir, ce sont des rencontres régulières entre Gorbatchev et Ronald Reagan. Il faut voir que Ronald Reagan, plus on avance dans le temps, plus il est en perte de capacité cognitive, mais c'est pas grave, projette encore cette image-là de force. Et là, le sommet de Moscou de 1988, ben, ça fait que ça fait en fait, ça vient compléter justement, excusez-moi, ça va faire en sorte que l'Union soviétique et les États-Unis vont recommencer à collaborer dans certains domaines. Donc, ce qu'on va voir, ben, c'est graduellement, c'est l'univers soviétique qui s'effondre, c'est la Pologne qui sort du giron soviétique en 1981, suivi éventuellement par la Hongrie, la Tchécoslovaquie, c'est la chute du mur de Berlin en 1989 et c'est la fin de l'Union soviétique éventuellement en 1991. Mais comme je vous l'ai dit, celui qui va en profiter le plus à ce moment-là, en fait, celui qui va recevoir le gros du crédit de la fin de l'Union soviétique, c'est Ronald Reagan.
En 1989, Reagan se retire. Il a fait ses 2 mandats. Il est remplacé par son vice-président qui s'appelle George Herbert Walker Bush, euh, qui sera là pendant 4 ans. Bush va essentiellement continuer les mêmes politiques étrangères avec que Ronald Reagan. Mais que Bush, ben là, lui aussi, va vivre son moment de gloire, va résister justement, va vouloir continuer à résister à l'Union soviétique. Quand l'Irak, en 1990, envahit le Koweït voisin, l'Irak, équipé de chars soviétiques, envahit l'Irak, le Koweït voisin, ben, les intérêts économiques américains, notamment en ce qui a trait au pétrole, sont menacés. Et là, Bush, ben, justement, organise une intervention assez spectaculaire. L'Union soviétique qui tire justement à sa fin à ce moment-là laisse faire les choses. Il y a une immense coalition qui se crée autour de l'ONU. Donc, c'est les États-Unis, c'est l'Égypte, la France, la Grande-Bretagne. En tout, c'est 29 pays qui vont participer à cet immense effort-là. Et ça va être l'opération Desert Storm. Ça va durer 6 semaines et que les troupes alliées, appelons-les comme ça, vont réussir à déloger l'Irak du Koweït. Donc, c'est un déploiement. En fait, on l'a appelé la guerre Nintendo parce qu'on avait des images en direct de tous les jours d'attaques, de frappes très stratégiques, chirurgicales très précises. Et là, ben, Bush, ben, il a en fait une immense coalition, comme je vous le disais, de 29 pays. Bush va en retirer énormément de crédit et il va parler à ce moment-là d'un nouvel ordre mondial. Sauf que George Bush va l'échapper un petit peu. Bon, l'après-guerre va être mal gérée. Bon, le Koweït et l'Irak seront complètement mis sans dessus-dessous. Et que finalement, George Bush va avoir du mal à gérer son succès. Et surtout, au niveau de la politique intérieure, ben, il va avoir beaucoup de difficultés euh, à, à recevoir, mais en fait, à gagner un appui dans la population. Pour la simple et bonne raison, bon, il a commencé à mentir, évidemment. Il avait promis en 1989 que les États-Unis, qu'en fait, que son gouvernement n'augmenterait pas la taxation aux États-Unis. Il va faire le contraire. Donc, on va perdre confiance en lui et il va perdre son élection en 1992 contre Bill Clinton. Et ça, j'en parlerai dans la prochaine et dernière capsule.